Avec le collectif des Radios des Vosges, nous recevons aujourd'hui dans le cadre du 32e Festival de sculpture Camille Claudel, un des organisateurs, un des piliers, un des historiques du festival, c'est Olivier Clodon, directeur artistique du festival depuis maintenant plus de 30 ans, depuis le premier je crois. Presque ça, oui, bonjour d'abord. Bienvenue sur le site du festival. Directeur artistique, je dirais depuis une douzaine d'années, mais quand même sur le festival depuis le début, puisque comme j'étais à l'origine de la création de toutes les affiches, je suis là et je connais le festival. Alors par qui êtes-vous rentré dans le festival ? Dès le départ, par le premier président, François Galland, qui m'a demandé de créer la première affiche du festival. Et puis moi je ne pensais pas que 32 ans après, je serais toujours là à créer les affiches. Ouais. Et comment vous y prenez pour créer les affiches alors ? Eh bien, j'ai souvent eu vraiment le feu vert. Au début, ça tournait beaucoup autour du thème de Camille Claudel, puisque c'était là-bas, c'était ça. Et puis, vers le 10-12e, est arrivé un thème. Donc, j'essayais de créer des affiches en rapport au thème sur lesquels les sculpteurs allaient travailler. Alors, vous étiez spécialiste de l'image, mais la sculpture, c'était une de vos passions également ? J'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour passer à la 3D, oui. Oui, j'en fais un petit peu, mais sous forme d'argile. J'ai un peu touché au bois, un peu à la glace. La pierre, non, j'ai encore pas fait. Mais le problème de la sculpture, c'est que ça demande beaucoup de temps. Donc, il faudrait que j'arrête mon travail de dessinateur, illustrateur et peintre pour me consacrer plus de temps là-dessus, mais c'est difficile, quoi. Alors, en quoi consiste le travail de directeur artistique pour un festival comme celui de la Bresse ? Eh bien, pour moi, je dirais donc depuis 12 ans, c'est notamment de trouver les invités d'honneur. Je vais à la chasse au moins un an avant. En fait, je me sers de mes expos, de mes salons que je fais à droite à gauche en France ou j'irai dans les pays francophones pour trouver des sculpteurs qui colleraient bien à l'esprit du festival, notamment par leur production, leur talent, mais aussi leur personnalité. Et j'essaye de les convaincre. Cette année, ces deux femmes qui sont à l'honneur, dont l'une, Laetitia, je crois, c'est que vous avez vu en 2020. Elle a été surprise parce que vous l'avez vue à un festival et puis ça a flashé, quoi. Oui, les deux sculptrices de cette année sont deux sculptrices que j'ai rencontrées. Sylvie Quéclin, qui est sculptrice de pierre depuis de nombreuses années. Elle, c'est une artiste reconnue sur la scène internationale. D'ailleurs, c'est un privilège de l'avoir ici avec nous. Et elle, c'était tout simplement sur un symposium de sculpture pierre à Durbuy en Belgique auquel je participais. Elle participait en tant que sculpteur qui devait créer une œuvre sur les 15 jours du symposium. Et Laetitia Bontemps, qui est artiste verrière, je l'ai rencontrée en 2021 à Nancy. Elle exposait en extérieur porte de la Craft. Tous les ans, il y a une exposition organisée par des sculpteurs de Nancy très connus, entre autres Jean Arnaud et Gepellini. Gepellini qui est venu ici en tant qu'invité d'honneur. Et elle exposait ses œuvres de verre justement dans la pénombre de la porte de la Craft à Nancy, et j'avais trouvé ça fabuleux. Ces bleus illuminaient à la fois la sculptrice et l'espace. Et puis je lui en ai parlé, j'ai parlé du festival, et puis je lui ai dit un jour je te recontacterai. Et puis quand je l'ai recontacté l'année dernière, je lui ai dit écoute, on voudrait bien que tu sois invité d'honneur cette année. En plus, c'est une artiste éphémère, elle commence à être connue dans le Grand Est, mais là, ça va la booster encore plus. On peut découvrir leur travail à la Maison de la Bresse. Il y a d'autres artistes invités. Là, on est dans la halle des congrès, en plein cœur du festival. Il y a le cube à voir, donc le cube de Philippe H. Claudel. Ouais, le Black Cube de Philippe H. Claudel, qui est un enfant de la Bresse qui est parti faire sa vie professionnelle à Paris en tant que notamment graphiste, designer et photographe. Et on l'a rencontré l'année dernière et en plus il travaillait dans les moments-là sur un thème qui collait tout à fait au thème de cette année du festival, puisqu'il travaillait sur des photos qui ressemblent au monde à l'envers. Donc il nous a proposé ce projet de Black Cube qu'on a monté ici à la Halle des Congrès, là où on expose les sculptures des anciens festivals. Et quand on rentre dans ce Black Cube, on découvre donc sur 3 écrans son univers de travail, qui est notamment un travail de photographie sur les milieux, je dirais les milieux humides du coin, notamment les lacs et les tourbières. Oui, il prend des photos qui retournent pour créer un sentiment de curiosité. Et puis, oui. D'ailleurs, c'est tellement bien fait qu'on est perturbé. Enfin, le cerveau est perturbé. C'est-à-dire, on ne sait plus trop si l'image est à l'endroit ou à l'envers. On ne s'en rend compte pas tout de suite, d'ailleurs. Et il utilise cet effet-là pour attirer l'œil du public.
Sur des questions environnementales notamment. Notamment, oui. Et sa démarche, elle se poursuit dans un autre domaine, puisqu'il fabrique notamment des masques en utilisant les matériaux qui se trouvent là, des matériaux qui sont, qui sont séchés, notamment les feuilles de sphaigne, des tourbières, ou des feuilles mortes. Il les utilise pour créer des masques. Alors là, aujourd'hui, pendant le festival, on voit les masques, on en voit quelques-uns sur les écrans. Mais son expo qui est ici est un prologue. Elle se poursuivra cet été à la Maison de la Bresse, en juillet-août, où on retrouvera ses films, mais aussi les masques qu'il a créés avec les matériaux récupérés sur le terrain. Oui, d'accord, ça se poursuivra cet été. Alors il y a un autre artiste également hors concours. Oui, c'est... je me souviens jamais de son prénom, je suis désolé. Maxime Acker. Qui travaille, alors lui, à la base, il nous a contactés, c'est un sculpteur, donc comme tous les sculpteurs qui sculptent ici sur le symposium, et c'est un sculpteur qui connaît donc le travail du bois, de la pierre et des autres matériaux, et qui s'est mis en rapport notamment avec le CIRTES à Saint-Dié, qui est une entreprise de haute technologie dans l'industrie, et qui travaille la stratoconception. À savoir que cette technique, pour résumer très simplement, cette technique, ils reconstruisent des formes par un système de strates. Et là, notamment, pour le Maxime Acker, c'est une reconstitution d'une de ses sculptures, donc de ses maquettes. Il utilise la technologie d'aujourd'hui pour recréer sous forme de strates, c'est-à-dire c'est des planches comme du contreplaqué, donc très très fines, par couche, qui vont de la base jusqu'à la partie supérieure de sa sculpture, qui sont collés, et qui sont donc collés, assemblés, usinés grossièrement par la machine. Et après, lui, il retravaille en tant que sculpteur pour apporter les finitions. Et c'est la haute technologie, la technologie d'aujourd'hui qui est, qui est au service de l'art et des sculpteurs. Il faut savoir aussi utiliser les techniques d'aujourd'hui. À l'heure de l'IA. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans l'IA. Hein. Là, c'est vraiment l'industrie, puisque cette entreprise de Saint-Dié travaille avec les entreprises pour d'autres projets dans le même système. Mais alors, quand ils font acte de candidature, ils n'utilisent pas l'IA, les sculpteurs, pour faire des projets en 3D, envoyer des maquettes avant ? Les maquettes. Alors, quand on fait la sélection des maquettes avec le jury, à peu près 6 mois, 4 mois plutôt avant ils ont le dossier 6 mois avant, mais nous on reçoit tout à peu près 4 mois avant l'ouverture du festival. On reçoit de tout. Même s'il y a une tendance depuis ces dernières années à recevoir de moins en moins de maquettes en 3D, en argile, en bois ou en béton cellulaire par exemple, on a de plus en plus de maquettes papier, souvent style un peu infographie, ou du croquis qui est retravaillé et remis en couleur avec les techniques que propose l'informatique. Ce qui est d'ailleurs un petit peu plus compliqué pour la sélection, d'arriver à anticiper et de comprendre ce qu'ils vont réussir à faire dans un bloc. Oui, vous êtes un groupe pour la sélection. Ça se fait des mois en amont. On est toujours à peu près une douzaine. Donc là, une vingtaine de sculpteurs ont été sélectionnés cette année. Il y en a 2 qui ne sont pas présents, 2 Iraniens pour des raisons géopolitiques. Un Iranien et une Allemande. Une Allemande. Qui est, elle, c'est pour des raisons de blessures. Alors une vingtaine de sculpteurs des écoles. Il y a Tournai en Belgique, le lycée Camille Claudel, Neuchâteau. Ouais. On peut découvrir donc durant toute cette semaine le travail des sculpteurs en direct, parler avec eux. Et puis il y aura beaucoup d'événements également. On pense souvent au jeudi de l'Ascension qui est une grande journée, mais ça commence dès aujourd'hui avec des écoles qui viennent découvrir et parler aux sculpteurs. Oui, c'est surtout le lundi-mardi est vraiment consacré, comme chaque année, aux enfants. Ils font le tour des sites, ils vont discuter avec les sculpteurs, ils font les expos, et puis après ils ont souvent d'ailleurs un travail avant de venir avec les professeurs, et après ils retravaillent sur le geste. C'est très intéressant. On peut voir entre 300 et 400 enfants défiler ici. Oui. Et puis au niveau des animations de la semaine, il y en a une belle, c'est mercredi après-midi, notamment la conférence de la sculptrice Sylvie Coequelin, qui va aller expliquer comment une sculptrice répond à un appel d'offres pour créer une sculpture pour une ville. Et notamment cette sculpture-là, en plus, elle est très intéressante, puisque c'est une sculpture qu'elle a réalisée en 2016 pour la ville de Mulhouse, qui est un hommage à Dreyfus.
Et elle a fait une sculpture au capitaine Dreyfus, donc toute une histoire, notamment avec l'Alsace, puis en plus que les ancêtres de Sylvie sont arrivés au XVe siècle à Mulhouse, donc il y a toute une histoire autour de ça. Donc c'est elle qui avait répondu et qui avait eu le marché. Donc elle va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe entre le moment où on se propose, quand on reçoit un appel d'offres, la maquette, les études, les corrections avec le client, et puis après trouver la pierre, la travailler pour aller jusqu'à la pose sur place, là à Mulhouse. Et elle va expliquer ça à la conférence. Oui, on voit l'envers du décor. Et ça, c'est mercredi à 15h au cinéma grand écran. Donc c'est des choses à voir, quoi. D'accord. Le jeudi, il y a aussi beaucoup d'animations. Jeudi est souvent la journée la plus dense en visiteurs. Et en général, le jeudi, et là on le fera encore cette année, on profite de cette partie où on arrive aux 3/4 du festival, où l'artiste bronzier qu'on a chaque année, qui est, en tout cas sur chaque festival, on fait toujours en sorte qu'arrive ce moment le jeudi où il va faire la coulée du bronze. Il travaille toute la semaine sur sa maquette en cire. Après, il va fabriquer son moule, fabriquer son four, et puis on fait une coulée en public en fin de journée, jeudi, où les gens pourront assister, les visiteurs pourront assister à la coulée du bronze dans son moule, qui va après casser devant le public. Et puis il lui restera donc vendredi et samedi pour la finaliser. Oui, bien souvent la fin de semaine, c'est vraiment les finitions sur les sculptures, elles sont bien avancées. Là, il y en a encore qui utilisent ce lundi les tronçonneuses, mais bien souvent le jeudi, on est presque... En général, là on est lundi, on est un peu moins avancé que sur ce festival, parce que comme on a gagné une journée du 8 mai, on a commencé le festival une journée plus tôt. En plus, on a de la chance cette année, on a des sculpteurs qui sont très efficaces. Et déjà hier, les visiteurs disaient, mais c'est incroyable, on voit déjà bien ce qui est ébauché dans leur sculpture par rapport à leur maquette. Et ça, c'est vraiment un avantage, quoi. Donc, moi, je ne fais pas de soucis pour que ça soit fini samedi. Quand est-ce qu'on voit qu'une sculpture est terminée alors ? Ça, c'est compliqué. On leur demandera cette semaine. C'est comme une peinture, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Après, ça dépend du style, mais si c'est quelque chose de très réaliste, ils ont tendance à aller loin pour la finition. C'est l'artiste qui sait. Il y a différents matériaux. Cette année, il n'y a pas que le bois. Oui, il y a un peu moins de bois que d'habitude. Ce que cette année, surtout, c'est qu'on a moins de pierres. Il n'y en avait pas beaucoup aux propositions à l'arrivée des maquettes. Et cette année, on n'a que les élèves du lycée Camille Claudel de Remiremont. D'ailleurs, c'est les 3 lycées qui sont là chaque année, le lycée Camille Claudel, le lycée Neuchâteau et Tournai en Belgique. Sont des fidèles, ils nous envoient toujours, sachant que c'est toujours des élèves qui sont débutants et qui sont confrontés, enfin pas confrontés, mais qui travaillent avec des professionnels. Pour eux, c'est comme si c'était 6 mois de formation en 15 jours pour eux. Mais là, donc, pour en revenir à la pierre, c'est du fait du sculpteur iranien qui n'a pas pu venir pour des raisons géopolitiques, et puis la maison Granit qui ne travaille plus sur site, qui est travaillée depuis X années. Ah oui, ils sont absents aussi. Oui, il n'y a plus personne derrière. Les anciens disparaissent petit à petit. D'ailleurs, il y en a encore un qui est décédé il y a moins d'un mois. Marcel Mangin. Est-ce qu'il y a encore assez de bénévoles quand même ? On est toujours à la recherche de bénévoles. Le festival est une énorme machine. Moi, j'appelle ça un monstre. Un monstre sympa, mais un monstre sur lequel il faut travailler 1 an à l'avance. Et il y a énormément de choses à prévoir à l'avance, sinon on s'en sort pas. Et le jour même, on peut pas aller courir après un bloc de granit, un véhicule ou des éléments pour monter une expo, quoi. Donc il faut tout prévoir à l'avance. Alors il y a un gros travail de préparation. Et puis là où on a besoin aussi vraiment beaucoup de bénévoles, c'est aux installations, c'est pour toutes les permanences, puisqu'on a quand même 3 sites. Et on a quand même un festival qui est ouvert du matin à 8h jusqu'à 18-19h le soir, en permanence, toute la semaine, pratiquement 12 jours. Et donc là, on a besoin de temps en temps des créneaux, des personnes par-ci, par-là pour venir nous aider, quoi. Oui, 3 sites, la MLB, la patinoire. Là, on est à la Halle des Congrès où il y a une exposition, il y a une boutique également, il y a le cube à voir. C'est là que se déroulent également les repas avec les sculpteurs en toute convivialité. Il y a des rencontres, des échanges entre eux. De toute façon, c'est la base du festival dès le départ. C'est les échanges entre sculpteurs déjà.
les échanges entre les sculpteurs et l'organisation, et puis après avec le public. D'ailleurs, c'est le principe d'un symposium, c'est échanger, discuter, parler. Eux, autant entre eux pour se conseiller ou s'aider, et puis après les échanges aussi même avec la population, chez les hébergeurs, les échanges pendant les périodes de restauration, midi et soir. Tout ça doit rester très convivial. Eh bien, le festival est ouvert au public toute la semaine avec les prix. Il y a plusieurs prix qui seront décernés dimanche soir. Oui, le festival finit toujours comme ça. Le dimanche, il n'y a plus de travail. Les sculptures sont finies le samedi soir. Et le dimanche, en milieu d'après-midi, on remet quelques prix. C'est un peu symbolique quand même, parce que à Symposium, le but, c'est vraiment de voir travailler le sculpteur devant le public et de voir évoluer son œuvre. Là, on remet des prix parce qu'il y a un moment, on a envie aussi de récompenser le travail des artistes qui viennent là quand même travailler durement et rapidement pour sortir des œuvres finies, alors que d'habitude, un atelier, c'est beaucoup plus long, quoi. Et on remet un prix du jury, un prix des artistes qui se fait entre les artistes. Il y a bien sûr le prix du public qui est très important puisque c'est par la tombola. Et si on a le billet tombola qui est tiré, on gagne la sculpture du prix du public. Il faut tenter votre chance. Incroyable. Oui. Ça arrive qu'une œuvre ne soit pas terminée à temps ? Oui. Pour le public, ça dépend de la vision qu'on a du côté artistique, mais nous, les organisateurs ou nous, le jury, on le sait ou on le voit. Le but, c'est il y a deux choses surtout importantes, c'est qu'il respecte sa maquette, puisqu'on a sélectionné sur une maquette. S'il nous sort autre chose ou il nous avait prévu une maquette en disant qu'il travailler dans un bio de bois et que sa sculpture fera 1,50 m et puis qu'il nous fait une sculpture de 1 mètre, il y a un petit peu, c'est pas top, quoi. Pas de place pour l'improvisation. Alors, ils sont obligés un petit peu d'improviser, notamment le bois, parce que ça dépend du bio de bois. S'ils tombent sur un bio de bois, notamment à l'école de Saint-Luc, a un souci, puisqu'ils sont tombés sur un bois qui avait l'intérieur qui avait été mangé par la pourriture. Alors, c'est très beau en couleur, mais c'est très, très difficile à travailler. Donc, il y a des fois, il faut improviser. Il est arrivé des années où on fournissait des billots de bois qui étaient criblés d'éclats d'obus. Okay. Le sculpteur attaquait à la tronçonneuse, c'était le feu d'artifice d'étincelle. Et là, il faut improviser, il faut éventuellement retrouver un, ou alors qui s'adapte. Et ça, on n'y peut rien, c'est la surprise. 2 femmes en tant qu'invitées d'honneur cette année. Est-ce que la place de la femme est représentée dans ce métier de sculpteur, sculptrice ? Oui, là ici sur le festival, il y a 20 artistes, c'est équilibré. Okay. Par contre, on ne cherche pas à faire équilibrer puisque c'est une sélection à l'aveugle. Ah, c'est génial. Oui. Mais depuis de nombreuses années, on a beaucoup de sculptrices quand même, et notamment les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Les Argentines, on en a très souvent. Les Italiennes, les Espagnols aussi. Ouais. Il y a quelques endroits dans le monde où on a très peu d'artistes sculpteurs, enfin en tout cas d'artistes sculpteurs qui font des symposiums, parce qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui font des salons, des expos, mais travailler devant le public dans des conditions un peu comme une compétition, tout le monde n'a pas envie de le faire. C'est vrai. Ici, est-ce que aussi l'une des motivations, l'un des buts de ce festival est de faire naître des vocations ? Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez ? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on tient beaucoup à la visite des enfants. D'ailleurs, il y a des ateliers de démonstration pendant le festival qui travaillent à la fois sur l'argile, le savon, le béton cellulaire, voire même aussi travailler un peu le bois. On le fait même aussi il y a des petites périodes pendant le festival pour ceux qui veulent s'inscrire pour les adultes, pour essayer de sculpter un peu le bois, enfin comprendre comment fonctionne une gouge quand elle rentre dans le bois. Il y a aussi, par exemple, moi je sais, j'ai l'exemple d'élèves sculpteurs qui sont venus il y a quelques années sculpter en tant qu'élèves pour le lycée de Neufchâteau, le lycée Bois, et qui sont revenus, d'ailleurs on en a un cette année, qui reviennent en candidat individuel en tant qu'artiste. Et on a eu une fille, Flora Martineau, qui est venue une fois en tant que binôme élève. Elle est revenue 2 fois, et la dernière année qu'elle était venue, donc c'était au 30e, elle a eu le prix du public. C'est chouette. Donc, ce qui veut donc dire que ça l'a encouragée, elle travaillait en ébénisterie au lycée, et ça l'a encouragée à devenir artiste sculpteur. Et aujourd'hui, elle fait ça. Et selon vous, c'est quoi les qualités à avoir pour être un bon sculpteur ? Si c'est difficile. Alors, ça dépend beaucoup du type de sculpture qu'on fait. Il y
je dirais que par exemple ceux qui sculptent le bois et la pierre, c'est vraiment... Bon, déjà à la base, notamment ce qu'on présente nous ici sur le festival, c'est la taille directe. C'est-à-dire on a un bloc, on a une masse, quelle que soit la matière, il faut aller chercher la forme dedans. Ce qui veut donc dire qu'il faut comprendre comment travailler, déjà comprendre le matériau, comment il va réagir, et après aller trouver les lignes, les formes, et vider pour arriver à, comme diraient les enfants, mais comment vous saviez, monsieur, qu'à l'intérieur il y avait cette statue? C'est génial. C'est souvent les réflexions. Comment vous saviez qu'elle était dedans, quoi. Voilà. C'est marrant, hein, mais ça résume tout, quoi. Et du coup, oui, notamment ceux qui travaillent le bois et la pierre, c'est des matériaux très difficiles. Il faut être très courageux, quoi. Enfin, c'est très long, quoi. C'est difficile. Et question, que deviennent les sculptures après le festival? Eh ben, le but pour nous, le festival, c'est qu'elles soient vendues. Notamment dès le départ, les 2 premières années, puisque ça revient aux sculpteurs. Alors le souci qu'on a ici, c'est qu'un sculpteur qui vient d'Argentine, de Chine ou d'Afrique du Sud, il ne peut pas repartir avec sa sculpture. D'ailleurs, on en a ici derrière nous, hein, dans la salle. C'est les dernières qui restent. Oui. Il y en a eu beaucoup, hein, quand même, depuis 32 ans. Il en reste plus beaucoup. Là, il en reste quand même pas mal du dernier festival, des 2 derniers, là. Donc, ils sont encore de très très belles sculptures que le public peut acquérir. Souvent à des prix intéressants. Comment on évalue, le prix? C'est l'artiste qui l'évalue. Ouais. Et dernière question, est-ce qu'il y a une œuvre, vous, qui vous a marqué durant toutes ces années? Votre œuvre chouchou? Alors ça, c'est comme si vous me demandiez quelle est mon affiche préférée. Ou votre enfant préféré. Voilà. Il y en a eu tellement, mon Dieu. Si, il y en a quand même certaines, oui. Bon, elles sont plus ici. Hein. Je me souviens d'une sculpture d'un Italien, un jeune Italien d'ailleurs, qui a participé 2 fois, qui s'appelait Matteo Zeni. Il avait fait une superbe sculpture pour les 20 ans du festival. D'ailleurs, pour les 20 ans, on s'était mis sur la place devant la mairie, sous tente, sous chapiteau. Ça changeait complètement le lieu. Et il nous avait fait une très très belle sculpture qui ressemblait un peu à les sculptures classiques de la sculpture italienne du XVIIe siècle, mais à sa façon, en mélangeant du bois et du métal. Et il y a aussi quand même, on a un sculpteur argentin qui vient chaque année pratiquement, qui est sélectionné. Oui, c'est différent. Oui, donc c'est que ça pas veut dire collusion. Oui, ça veut dire qu'il passe à la sélection. Oui. Et il est là cette année d'ailleurs. Et on en a une derrière, là, celle que vous voyez derrière avec les ailes en métal. Ah oui. Là-bas. C'est Beto Svanotti. En plus, un personnage très, très sympathique. Il coche toutes les cases. Il a le talent, la gentillesse, tout marche, quoi. Et en plus, on le voit là, hein, c'est une œuvre aboutie qui est terminée quand il a fini le samedi. Hein. Alors depuis le temps, il parle français, on pourra peut-être l'inviter ou... Eh ben, si vous l'invitez, il faut inviter Sylvie pour la traduction. Qui est le chaperon. Quelques mots, mais c'est un personnage. On verra ça dans la semaine. Alors. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, merci Olivier, merci à toi. Ben, je vous remercie.